Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler des commentaires de texte. Donc c'est un exercice qu'on voit à partir du lycée, de la seconde, et qui pose souvent problème à certains élèves. Donc du coup j'ai retracé toutes les étapes qui pour moi sont nécessaires d'appliquer, de respecter pour faire une introduction parfaite. Et si l'introduction est parfaite, et bien en fait tout le reste coule facilement en fait, puisqu'il n'y a plus qu'à respecter le plan, les idées que vous avez déjà trouvées. Et je trouve que c'est l'étape la plus importante, qui est la préparation en fait, du commentaire de texte, que j'ai divisé en 11 étapes, que je vais vous présenter. Et vraiment, si vous respectez toutes ces 11 étapes, je vois pas comment vous pouvez faire un hors-sujet ou un commentaire de texte qui contient peu d'idées ou peu d'analyse. Ok. La première étape, bon, très simple, je vous conseille de lire minimum 2 fois le texte. Sans commencer à relever, juste on le lit une première fois. Généralement, c'est des textes qui sont ça dépend, mais qui ne sont pas toujours faciles, toujours simples à comprendre. Donc une deuxième lecture permet finalement de comprendre le sens. Voilà, juste de comprendre le sens global, se faire une idée et une deuxième idée peut-être plus précise. Ok. Ensuite, je dirais qu'à partir de la deuxième étape, donc là vous faites une troisième lecture. Oui, c'est long, mais il ne faut pas avoir peur de prendre énormément de temps sur la préparation. Parce qu'après, le travail d'écriture à la fin, finalement, ça prend peu de temps. Je reprends la deuxième étape. Donc troisième lecture. Et là, à partir de la troisième lecture, je vous conseille de commencer à souligner ce qui vous semble intéressant. Tout. Ne commencez pas à vous poser trop de questions sur les plans, sur la problématique, blablabla. Non, dès qu'il y a une phrase qui vous semble intéressante, un mot, un fait, bref, vous prenez un surligneur, vous prenez ce que vous voulez, vous soulignez, bref, comme vous préférez, et vous soulignez. Je vous conseille minimum 15 citations, vous allez comprendre plus tard pourquoi, et plus, c'est encore mieux. Ok, voilà, donc deuxième étape, on relit une troisième fois en soulignant. Ensuite, toutes ces citations que vous avez relevées, ou ces groupes de citations, si c'est que des mots par exemple, vous les mettez dans ce tableau-là. Le tableau qui, d'abord, dans un premier temps, vous mettez les citations, avec les lignes, mine de rien, comme ça, moins c'est un travail fait, et vous avez les lignes quand il s'agira de rédiger la copie finale. Ensuite, de relever tous les procédés possibles par citation, donc c'est bien par citation. Alors parfois on peut relever des mots ensemble, ce qui va donner un champ lexical par exemple, d'accord? Mais essayez de voir par citation si c'est possible. Par exemple, toutes les figures de style que vous avez dû voir au collège, au lycée, généralement on en voit à peu près 16 au collège, on peut en voir un peu plus au lycée. Étudier la ponctuation, une ponctuation expressive comme les interrogatives, les exclamatifs, ça peut apporter un sens dans l'analyse en tout cas. La tonalité, tonalité tragique, épique, satirique, etc. Donc un cours que peut-être vous avez vu en seconde. De manière générale, étudier la grammaire de la phrase, la nature des mots, fonction des mots, s'il y a des fonctions qui reviennent, s'il y a des pronoms possessifs qui vont montrer la possession, j'en sais rien, du personnage, des sentiments, etc. Étudier les discours directs, discours indirects, indirect libre, narrativisés, qui peuvent apporter du sens à l'analyse en tout cas. Étudier le temps et les modes, qui va généralement de pair quand même avec l'emploi des temps, donc le cours que vous avez vu depuis la sixième quand même, le premier emploi du temps, l'imparfait de description, action qui se répète, présent de vérité générale, etc. Donc ça c'est des cours, tout ça c'est des cours que je vous fais pas là, tout ça c'est des cours séparés que vous pouvez trouver sur ma chaîne, d'accord. Bien sûr les différents champs lexicaux, ok, donc un groupement de mots qui appartiennent au même thème. Étudier la voix passive, la voix active des phrases. Je rappelle, la voix active c'est quand le sujet fait l'action, la voix passive c'est quand le sujet subit l'action. Ça peut apporter du sens à l'analyse de vos phrases. Et enfin les différents types de propositions. D'accord. Bon, les propositions juxtaposées, coordonnées qu'on voit en sixième, mais après il y a aussi donc la relative, la circonstancielle, la complétive, l'interrogative. Ok, qui peuvent toujours apporter du sens, et voir l'infinitive et la participiale si vous les avez vus en cours, au lycée, on ne sait jamais. Et enfin, chaque citation plus les différents procédés que vous avez relevés, et bien vous essayez de les analyser, de les interpréter, de dire qu'est-ce que l'auteur a voulu dire, pourquoi il l'a dit comme ça, comment ça renforce le fait de l'avoir dit comme ça, comment ça renforce son propos. Alors ne faites pas de paraphrase de la citation. Je vois beaucoup d'élèves qui, dans l'analyse, paraphrasent la citation. Si la citation, par exemple, c'est... je sais pas, je vais reprendre une réplique de Corneille, va, cours, vole et nous venge. Un élève va dire qu'il y a une gradation, donc une évolution du propos, des mots, de plus en plus intense, va, cours, vole.
Et dans l'analyse, il va me dire, bah là on voit que Corneille veut que le personnage se venge. Et il précipite. Oui, bah d'accord, va, courvole et nous venge. Enfin, et venge-nous. Oui, on a compris. D'accord, mais pourquoi il le dit comme ça? Donc ne faites pas de paraphrase, ne reprenez pas la citation pour dire les mêmes mots, on l'a compris. Ça va avec le deuxième point que je dis, ne pas se contenter d'expliquer ce qui est évident. Oui, on voit bien qu'il veut se venger, ok. Donc il faut aller plus loin, il faut montrer en quoi ça répond à la problématique, comment ça le renforce, comment le lecteur l'interprète, le ressent. Ok. On reviendra sur ce tableau dans l'étape numéro 8, qui est une étape vraiment importante. Ensuite, excusez-moi, je retournais en arrière. Hop. Donc 4, là on regroupe les différentes citations entre elles. Donc une fois que vous avez analysé ces citations, essayez de regrouper sur ce qui va ensemble. Tiens, bah, par exemple ces trois-là, je remarque que dans l'interprétation, j'ai mis quasiment la même interprétation. Ces deux-là, ce champ lexical plus cette figure de style, j'ai mis la même interprétation. Donc vous voyez, vous essayez de regrouper les différentes citations entre elles et les interprétations, bien sûr, celles qui ont les mêmes interprétations. D'accord ? Du coup, ça vous permet justement de une citation ou un ensemble de citations, ça peut vous former un argument. Donc ça, c'est assez important, parce que votre commentaire, il faut au minimum 8 arguments appuyés par plusieurs citations. Une ou plusieurs citations, d'accord, minimum. Et les arguments, ensemble, ça forme une partie ou une sous-partie. On verra ça plus tard, d'accord. Mais du coup, vous les regroupez ensemble et vous essayez de voir, bah tiens, là ça va parler de ça, là ça va parler de ça, là ça parle du ton tragique, là ça parle, je sais pas moi, de la dénonciation du personnage. Enfin, vous voyez, vous essayez de regrouper ce qui va ensemble et ça va former plus tard des arguments. On est quelle étape numéro 4 sur les 11. 5. À ce moment-là, il ne faut pas hésiter à retirer des citations que finalement vous jugez inutiles. Je vois parfois dans des commentaires des élèves qui sont tout contents, ils ont trouvé plein de trucs, ils veulent absolument tout mettre, mais parfois c'est hors sujet par rapport à la problématique qu'ils vont choisir. Mais ils veulent absolument le mettre pour remplir. Oui, mais du coup, c'est les moments où le prof se dit, bah tiens, où ça part, je comprends pas, c'est hors sujet. Donc, quand finalement vous voyez que vous avez fait plusieurs paquets de citations et qu'il y a des thèmes qui reviennent, des thèmes phares, et que finalement vous avez une citation qui se balade toute seule, et en plus vous avez quasiment rien dit dessus, bon bah autant l'enlever. Ça sert à rien de faire remarquer au prof, bah regardez monsieur, j'ai relevé une phrase et dessus j'ai rien à dire. Oui, autant l'enlever en fait, d'accord. C'est pour ça que je disais 15 citations, voire plus, parce qu'à la fin, de toute façon, il se peut qu'il y en ait que vous ne gardez pas finalement. 6, eh bien, essayez de trouver un titre à vos parties. C'est très simple, hein, parce que comme vous avez regroupé par thème, le titre de la partie c'est le thème, tout simplement. Mais c'est important pour le plan que vous allez développer plus tard. D'accord. Donc voilà, vous essayez de mettre un petit titre, en fait. Tiens, ça parle de ça, ça parle de ça. Voilà, et vous créez un titre. C'est vrai que les étapes 4, 5, 6, en réalité, elles se mélangent. Hein. Vous les faites un peu en même temps, en réalité. Une fois que vous avez justement, du coup, j'imagine, 2 grands thèmes divisés en chacun des grands thèmes, 2 sous-thèmes, vous voyez, donc les gros paquets que j'ai dit de citations pour lesquelles vous avez mis un titre, et bien essayez de trouver une problématique. Vous voyez, c'est dans le sens inverse qu'il faut le faire. Pas essayer de trouver une problématique dès le début. Puisque le but, là, en fait, en faisant dans l'ordre inverse, comme je viens de vous présenter, d'abord on relève les citations, on les regroupe, on trouve un titre, et bien du coup vous avez tous vos arguments qui sont déjà faits. Et du coup, quelle est la problématique qui répond aux arguments que vous avez trouvés? Vous voyez, vous faites en sens inverse. Alors, j'ai fait une petite vidéo que vous trouvez sur ma chaîne où je vous conseille, je donne différents conseils sur comment trouver une problématique. Voilà, je ne vais pas revenir dessus dans cette vidéo-là, 3 conseils, etc. pour trouver facilement une problématique. Vous pouvez aller consulter la vidéo. D'accord? Et là, du coup, dites-vous bien, bah tiens, cette problématique, elle est parfaite, puisque j'ai ce thème-là qui répond parfaitement, j'ai ce thème-là qui répond parfaitement, et celui-là qui répond parfaitement, par exemple. Ok? 8. Là, vous reprenez le petit tableau, et vous ajoutez la colonne problématique. Alors ça, c'est moi qui vous le dis, c'est un conseil que je vous donne personnellement. Pourquoi je fais ça? Vous voyez, on reprend ce petit tableau, et j'ajoute la colonne problématique. Normalement, généralement, les tableaux que vous voyez, classiquement, il n'y a que les 3 premières colonnes. Moi, j'ajoute cette 4e colonne à ce moment-là. Et dans cette 4e colonne, vous reprenez tout, les citations, les procédés, les analyses, enfin presque tout ce que vous avez fait, et surtout, vous répondez en quoi chacun des arguments que vous avez analysés, des citations que vous avez analysées, en quoi elles répondent à la problématique, en quoi elles répondent au titre de la partie. D'accord? Il ne faut pas vous contenter de juste répéter le titre de la partie. Si le titre de la partie c'était en quoi René est un héros romantique, là à ce moment-là vous n'écrivez pas on voit bien que René est un héros romantique, si c'était un texte de René de Chateaubriand.
D'accord? Ce que je veux dire, là, il faut aller plus loin, il faut justifier en quoi ça le démontre, en quoi ça répond à votre problématique en fait. D'accord? Pas en vous contentant de faire de la paraphrase. Alors pourquoi j'ai ajouté cette quatrième colonne? Parce que j'ai remarqué que beaucoup d'élèves, dans l'analyse, se contentent de faire des analyses très courtes. Et du coup, l'analyse va pas très loin. Et pour vous forcer à pousser les analyses et les interprétations, je vous force à vous dire, oui, mais maintenant, en quoi votre analyse répond à la problématique? Donc je dirais que cette quatrième colonne, que j'ajoute maintenant, pour les élèves qui avaient l'habitude déjà de faire 5-10 lignes par analyse dans le tableau, limite la colonne problématique ne sert à rien, puisqu'ils le faisaient sans doute déjà inconsciemment. Mais pour ceux qui ont du mal justement à pousser un peu les analyses, essayez cette technique, d'accord, de revenir dessus une fois que vous avez votre problématique et de vous dire, bon bah très bien, en quoi ça répond à la problématique, chacun des arguments, d'accord, que vous avez relevés, regroupés par paquet, etc. Ok? Et ça pourra bien sûr vous servir parce que c'est ce qu'on vous demande dans le commentaire. On vous demande de faire des arguments et chacun des arguments doit répondre à la problématique. Et à la conclusion, bon bah, vous avez 8, 10, 12 arguments qui ont fini par des petites conclusions qui ont répondu à la problématique. Donc vous avez plein de choses à dire en conclusion en fait. D'accord? Bon, ça on n'en parle pas dans cette vidéo en détail, c'est juste pour vous montrer en quoi ça sert et que c'est le fil rouge de votre problématique, de votre commentaire de texte. Ok? 9. Et bien en fait, une fois que vous avez tout ça, vous organisez votre plan pour voir ce qui est plus intéressant en grand 1 et en grand 2. Bon, ça paraît logique. Hein. Généralement, en grand 1, on commence plus par les arguments un peu les moins pertinents, les plus évidents, et en 2, en fait, celui qui est le plus poussé, celui qui est le plus intéressant, celui qui va frapper plus l'esprit, en fait. Et ça doit se présenter à peu près comme ça, mais je ferai une vraie vidéo sur le plan, d'accord? Donc là, c'est rapide. Grand 1, le titre de partie. Première sous-partie, là vous regroupez un ou deux arguments avec plusieurs citations. Petit b, une deuxième sous-partie, une deuxième idée avec au moins 2 arguments et des citations. Et pareil, grand 2, petit a, 2 arguments forts, phares avec des citations, grand B, 2 arguments, etc. Mais ça on en parlera plus précisément dans une autre vidéo, le plan en détail. Mais en tout cas, posez-vous la question, qu'est-ce qui est le plus intéressant à aborder d'abord, puis en grand 2, ce qui va marquer l'esprit, puisque c'est ce qu'on voit en dernier. Généralement, ce qu'on voit en dernier, ça fera plus l'esprit. 10. Alors là, par contre, il faut trouver maintenant une phrase d'accroche. Phrase d'accroche, beaucoup d'élèves ont du mal, généralement. Il faut que votre phrase d'accroche aborde le thème de la problématique, bien sûr. Donc, aborde le thème de la problématique. Donc, ok, votre problématique parle de ça. Et bien, comment on peut parler de ça de manière très large? Vous voyez, tout à l'heure, j'ai dit, j'ai pris un exemple au hasard, j'ai dit en quoi René est un héros romantique. Bon, bah, le terme large, c'est quoi? C'est le romantisme. Ok, c'est le début du 19e siècle. D'accord? Et bien voilà, bah, votre thème large, c'est ça. C'est commencer à parler du romantisme, en fait, le mouvement littéraire, le romantisme, en phrase d'accroche. Et j'ai dit sans entrer directement dans le sujet. Il y a des élèves qui rentrent déjà dans le sujet en phrase d'accroche. Non, le but, c'est de rentrer très largement dans le sujet. Vous ne parlez pas encore de l'auteur, vous ne parlez pas encore de l'œuvre que vous allez aborder, etc. Donc là, j'ai parlé par exemple du mouvement littéraire, parler du contexte historique, par exemple, ok, qui a un lien directement avec la problématique. Ok, et ça nous emmène à la 11 qui est appliquer ce que j'appelle la technique de l'entonnoir. Donc on parle du très large, le contexte historique, le mouvement littéraire, et doucement, on va recentrer doucement sur la problématique, en passant par les étapes logiques qui vont resserrer. Par exemple, donc la phrase d'accroche, puis donc on parle par exemple du mouvement littéraire. Dans ce mouvement littéraire, il y a quoi? Il y a un auteur, celui qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a fait plein d'œuvres. Dans ces œuvres-là, donc il y a l'œuvre qui nous intéresse. Dans cette œuvre qui nous intéresse, il y a quoi? Il y a l'extrait qu'on va étudier. Et sur cet extrait qu'on va étudier, eh bien on se pose une question, donc la problématique. Vous voyez? Si vous suivez ça dans cet ordre, normalement, tout devrait aller. Et enfin, 2 petits conseils pour terminer. 2 petits conseils. Premier, clairement, prenez au moins la moitié du temps, soit uniquement à la préparation sur tout ce que je viens de vous dire. Donc si le temps imparti c'est 4 heures, franchement prenez 2 heures. Parce que finalement là, si vous faites toutes les 11 étapes que je vous ai montrées, vous avez tout. Vous avez la phrase d'accroche, vous avez toutes les étapes de l'introduction, vous avez votre problématique, vous avez tous les arguments. Pour chaque argument, vous avez plein de citations avec des procédés, des analyses. Bah, tout est fait en fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à écrire en fait. Il n'y a plus qu'à rédiger, point. Vous savez, toute la phase de réflexion est terminée. D'accord? Donc prenez au moins la moitié du temps pour la préparation. Et 2,
Ah oui, bon, dans l'introduction, j'ai oublié de le dire, mais ne pas entrer dans les analyses en introduction. J'ai des élèves qui parfois, dans l'introduction, commencent à analyser le texte. Non, non, non. L'introduction, dites-vous, c'est juste un état des lieux. On va parler de quoi? De qui? Écrit par qui? Quel est le thème? Ok, on se pose cette question, point. Ok, on n'entre pas dans les analyses en introduction. Voilà donc tous mes conseils pour bien préparer un commentaire de texte. Et honnêtement, si vous suivez ces 11 étapes, je vois pas comment vous pouvez faire un hors-sujet ou ne pas avoir des arguments. Pour moi, c'est la moyenne assurée. Pour moi, en tout cas, dans ma vision de la chose. Ok, voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire à me poser des questions. Si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je fais plein de vidéos, donc de la 6e à la première, qui abordent énormément de thèmes, de la conjugaison jusqu'au commentaire de texte, voire les dissertations pour le lycée. Donc il y a beaucoup de vidéos. Je vous dis à bientôt pour d'autres thèmes.